Établie au Québec en 1990, Caroline Cotty est une gestionnaire très en demande. Elle siège dans de nombreux conseils d'administration et dirige un organisme encensé par les plus hauts dirigeants de la province. Son but, favoriser l'avancement des femmes dans le monde des affaires. Ses valeurs, le travail acharné, l'implication sociale et la famille. Le match de foot qui s'est terminé très tard pour toi hier soir. Caroline Cotty, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Un beau décor. On est très choyés aujourd'hui, d'ailleurs, côté météo. Écoutez, vous êtes une femme vraiment impressionnante. Première vice-présidente exécutive chez Sierra Services médicaux. Vous faites de nombreuses conférences. Vous avez reçu énormément de prix. Mais tout ça a une histoire et ça ne date pas d'hier. D'abord, vous êtes née au Liban durant la guerre. Oui, en fait, juste avant la guerre, j'avais 7 ans quand la guerre a commencé au Liban. Je suis née à Beyrouth. Et effectivement, je pense que le parcours que j'ai eu durant mon enfance et mon adolescence ont énormément contribué à forger la femme que je suis devenue. Le parcours familial n'a pas été simple parce que sur la période de 15 ans de guerre qui a duré entre mes 7 ans et mes 22 ans, pendant ces 15 ans, on a fait 8 déménagements internationaux. On est d'éternels optimistes, donc on revenait toujours au Liban pensant que la guerre était terminée, se rendant compte que ça reprenait de plus belle, on repartait, etc. Donc pendant cette période-là, on a vécu sur 3 continents extrêmement différents, donc au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et en Europe. Au printemps 1975, quand la guerre a commencé au Liban, mes parents pensaient vraiment que ça allait durer peut-être une semaine ou 2. Et avec plusieurs voisins de notre immeuble, on a décidé tout simplement de partir en croisière. Notre retour a été très marquant parce que ça s'est fait tout à fait différemment. Moi, j'avais hâte de rentrer chez moi, retrouver ma maison, mes poupées, mes jouets. Et en fait, on est rentré au port de Beyrouth. Il a fallu éteindre les lumières du bateau pour ne pas se faire repérer parce qu'en fait, les bombardements s'étaient intensifiés. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que la guerre ne faisait que commencer. Ça doit, hein, on balade comme ça une enfant, ça doit, en quelque part, vous amener beaucoup d'instabilité. Est-ce que vous avez pris le temps d'avoir des amitiés? Vous avez fait une incursion au Canada également. Exactement. Entre l'âge de 11 et 15 ans, nous avons habité Montréal et je vous dirais que ce que ça m'a apporté tout ça, c'est un niveau d'extraversion extrêmement marqué, dans le sens où je n'ai jamais de ma vie fait plus de 2 années dans le même établissement scolaire. Jamais. Donc je n'avais pas d'autre choix en arrivant à la rentrée dans une nouvelle école que d'aller parler aux gens, que d'aller me présenter. Sinon, j'allais rester toute seule et je n'aimais pas être toute seule. Donc, très extravertie. Et je vous dirais que les amitiés que j'ai tissées au fil des années, j'ai su les garder. Annie Desgroseilliers figure parmi ces amitiés qu'elle a su conserver malgré ses nombreux déménagements. Elles se connaissent depuis l'âge de 13 ans. Ah oui, j'ai retrouvé 80-81, 81-82. Je sais pas si on ose, hein? Oh, et notre époque où j'ai eu une période aussi blonde que toi. Ouais, on n'avait pas beaucoup de cheveux sur la tête, hein? Non. Ouais, ton rouge à lèvres noir aussi, c'était super, ouais. On avait un look... Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Voilà, je pense que nos parents sont rassurés aujourd'hui. Je me souviens parfaitement de mon premier contact avec Caro. Cette toute petite ballerine, toute menue, mais qui déjà déplaçait de l'air, mais déplacée dans le bon sens. C'était pas déplacé, au contraire, elle prenait de la place, mais c'était positif, c'était très énergique. Je crois qu'elle s'adapte partout, Caro. Le fait qu'elle ait bougé si tôt et autant, elle est chez elle partout. Et elle nous fait sentir aussi, de toute façon, faisant partie des siens, spontanément. J'allais beaucoup chez elle. J'adorais aller chez elle. Parce que chez elle, on était très, très bien accueillis. Ses parents étaient très ouverts. Moi j'adorais ça parce qu'on avait l'entière liberté. Ils nous faisaient confiance, à raison ou à tort, mais bon, ils nous faisaient confiance. Alors, on était très libres chez elle. Donc, déjà, il y avait cette ouverture. Et la longue tresse qui a été coupée d'un coup, du jour au lendemain. Elle était passée de petite ballerine à punkette. Voilà. C'était un choc. Sans transition, hein? Sans transition, du jour au lendemain. Ouais, c'est un peu intense. Quand elle est retournée au Liban, après quelques années, moi, bon, c'est sûr, j'étais très triste. Je perdais ma grande copine. Et malgré la guerre,
elle semblait très sereine. Elle me racontait des choses qui, moi, m'horrifiaient. Je me souviens très bien d'une lettre où elle m'avait dit « Ah, ben j'ai congé pour quelques jours parce qu'en fait, pendant le cours de gym, on était dans le gymnase et le mur, on a été bombardé. Le mur s'est écroulé et on a été bombardé. » Alors, vu d'ici, c'est bon sang, c'est incroyable. Moi, je serais morte de peur. Mais elle ne donnait jamais cette impression de vivre dans la peur, la crainte ou de s'empêcher de vivre sa jeunesse, de vivre sa vie. Oui, on s'est quand même énormément amusé. C'est sûr que, globalement, et vu de l'extérieur, ça semble une vie plutôt sordide parce que les bombes, les explosions, les voitures piégées, tout ce qu'une guerre peut apporter comme lot de morts, de blessés, de blessures psychologiques aussi, ben on l'a vécu, ça c'est sûr et certain. Mais je crois qu'il n'y a aucun peuple au monde qui serait capable de voir son pays détruit autant de fois et reconstruit et toujours garder le sourire, le positivisme et l'optimisme. Ça, c'est vraiment la vertu cardinale du peuple libanais et je crois que je l'incarne très bien. C'est ce désir de faire une différence qui a conduit Caroline à s'impliquer auprès de dizaines d'organismes communautaires et à s'entourer de gens influents comme Monique Jérôme-Forget, qui partagent ses valeurs sur l'avancement des femmes. Qu'elle soit libanaise, c'est clair que ça apporte une touche différente. Ça démontre que le dossier des femmes, c'est pas le dossier des Québécois, c'est pas le dossier des Nord-Américaines, c'est un dossier international qui affecte toutes les femmes, qu'on soit libanaise, qu'on soit africaine, qu'on soit sud-américaine. Elle a étudié à Paris, elle venait d'une famille bien qui l'avait mis dans un pensionnat. On voit déjà, d'ailleurs, qu'il y avait un côté rebelle chez elle, parce qu'elle quitte les bonnes sœurs dans un couvent où sa mère l'avait bien placée, bien encadrée. Elle quitte tout ça pour s'en aller avec son copain à Paris et vivre sa vie comme elle l'entendait. Alors, aujourd'hui, ce qu'elle défend, c'est basé sur une expérience vécue. Je suis arrivée au Canada en 90 avec mon premier mari à l'époque, de France, de Paris. Je m'étais mariée à Paris très jeune, à l'âge de 21 ans. On s'est installé ici et quelques années plus tard, j'ai rencontré celui qui est devenu mon deuxième mari, un autre Français qui venait d'arriver à Montréal, qui est le père de mes enfants avec qui j'étais mariée pendant 11 ans, qui est lui aussi rentré vivre en France. Et effectivement, du coup, je me suis retrouvée à élever 2 enfants qui, à l'époque de notre séparation, avaient 7 et 9 ans, donc quand même encore assez jeunes. J'étais extrêmement impliquée dans la communauté et là, je me suis demandé comment j'allais faire pour réussir à continuer ça. Est-ce qu'il faudrait que je démissionne de tous ces conseils, de tous ces comités pour me concentrer sur mes enfants? Puis finalement, j'ai pris la décision, en fait, de les impliquer. J'ai décidé tout simplement de faire en sorte qu'ils viennent voir pourquoi maman s'absente, qu'est-ce qu'elle fait quand elle n'est pas à la maison. Elle mettait les points sur l'importance de faire du bénévolat et de s'impliquer dans la communauté, puisque c'est comme ça qu'on va réussir à s'épanouir, c'est comme ça qu'on va pouvoir redonner à la communauté et c'est comme ça qu'on va pouvoir aider les gens autour de nous. Donc, au plus jeune âge, elle nous a commencé avec l'Armée du Salut, donc on l'aidait à faire un peu d'arrangement dans des petits déjeuners-conférences. Ensuite, elle nous a amenés dans le bal de la Jonquille, que nous continuons sans elle, puisqu'elle ne fait plus partie du comité maintenant. Mais Elodie a repris maintenant le comité des bénévoles, donc c'est elle qui est en charge. Et de nombreuses activités comme ça, et je trouve que c'est vraiment important dans l'implication communautaire et sociale. C'est clair que pour Caroline, d'être une femme seule, ça a nécessité beaucoup d'organisation. Et je vais vous dire, c'est une fille organisée. Caroline, il n'y a rien qui retrousse, tout marche parfaitement. Il y a tant de choses à faire dans une maison, dans une famille, à voir que, sincèrement, seules les femmes presque sont capables de le faire parce que les hommes ne sont pas capables de gérer autant d'affaires en même temps. C'est clair, ils ne peuvent pas, ça ne fait pas partie de leur gène. Alors, Caroline, ayant eu 2 enfants, mère célibataire, femme seule, elle a d'autant plus de mérite, surtout que ses 2 enfants ont énormément de succès. Cédric et Élodie sont également très impliqués dans l'organisation de leur mère, la gouvernance au féminin, un lieu d'échange que Caroline a créé afin d'aider les femmes à s'épanouir. Vous êtes également quelqu'un qui veut s'impliquer au niveau de l'aide, au niveau social. Et il y a cette organisation que vous avez créée, la gouvernance au féminin. Ouais. Pourquoi avoir créé justement une organisation pour les femmes?
Bah, écoutez, en 2010, j'avais en fait le souhait de me joindre à une organisation de ce genre pour moi-même trouver les chemins qui mèneraient vers la table d'un conseil d'administration. Et puis, je ne trouvais pas par où j'allais avoir l'information nécessaire, les contacts nécessaires pour prétendre à un siège de conseil d'administration. Alors en fait, je me suis dit, si ça n'existe pas et que le besoin est là, je suis certaine que je ne suis pas la seule à en avoir besoin. Je vais le mettre sur pied. Mais pour être très franche, je ne pensais pas que ça prendrait cette ampleur-là. Je ne pensais pas que ce serait un mandat pareil. À la base, je souhaitais réunir des femmes qui avaient un petit peu le même genre de parcours et d'ambition. Et j'avais envoyé un courriel à une centaine de femmes autour de moi en me disant qu'il y en a peut-être 30 qui allaient répondre présentes. Et finalement, certaines ont invité d'autres personnes autour d'elles et on était 150. Et évidemment, dans l'événement, tout le monde me disait « Alors, nos rencontres, elles vont être trimestrielles, de quoi tu vas nous parler, etc. » Et là, j'ai senti une espèce de responsabilité. J'avais démarré quelque chose, j'avais mis le doigt dans l'engrenage. Et puis, depuis, je vous dirais 6 ans plus tard, là, on se retrouve avec 35 bénévoles sur 3 comités qui travaillent au quotidien. On a même une permanence maintenant. C'est quoi votre message en lien avec ces femmes-là? Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour elles? Écoutez, il y a plusieurs choses. En fait, c'est les femmes et les hommes. Je pense que mon but étant d'amener le Québec, le Canada et même ailleurs à atteindre un niveau d'égalité homme-femme, pas simplement pour des raisons d'équité, mais pour des raisons de performance, parce qu'on sait que c'est la mixité qui est la formule gagnante. On sait que la complémentarité des talents entre les hommes et les femmes, c'est ce qui rend une entreprise plus performante, c'est ce qui rend un pays plus riche et plus fort. Puisqu'on sait ça, alors mettons-nous au travail, faisons en sorte que plus de femmes puissent contribuer pour notre bien-être collectif. Et c'est pour ça que j'ai la parité sur le conseil d'administration de la gouvernance au féminin, parce que ce que je prêche, c'est pas il faut qu'il y ait des femmes partout, c'est qu'il faut qu'il y ait cette parité. Et le message est vraiment d'encourager les femmes à développer leur leadership, de les sensibiliser au fait qu'elles ont un rôle à jouer et qu'elles doivent avoir confiance en elles. Il faut arrêter de penser qu'on n'est pas assez bonne, qu'on n'est pas prête, qu'on ne peut pas le faire. Il faut croire en soi, parce que si on ne croit pas en soi, comment est-ce que les autres vont croire en nous? Et évidemment, de le faire main dans la main avec les hommes, parce que c'est eux qui détiennent le pouvoir, c'est eux qui, dans 85% des cas, sont dans les conseils d'administration, donc c'est eux qui vont pouvoir nous ouvrir la porte. Parmi les gens qui travaillent avec Caroline, on retrouve Souk, son adjointe chez Sira Services Médicaux, qui la seconde également à la gouvernance au féminin. C'est sa personnalité qui a fait en sorte que je la suive. Elle a énormément de passion et le fait de la voir travailler de ce côté humanitaire, ça me permet de comprendre plus l'enjeu et les convictions, la passion qu'elle veut transformer aux femmes du Québec et aussi aux communautés culturelles qui vivent au Québec. Et ça, je trouve cela très, très important pour une femme comme moi, qui vient du Laos, qui vit ici depuis 30 ans, mais qui s'épanouit à côté d'elle. Je pense qu'on a ce qu'il nous faut. D'accord, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Souk a changé d'emploi pour suivre Caroline, qui l'a influencée dans d'autres aspects de sa vie. De mon pays d'origine, qui est de l'Asie, les femmes doivent avoir une voix douce et parler doucement. Et là-bas, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas fortes. Par contre, par rapport ici, il y a eu un choc culturel, parce que en parlant doucement, on a l'impression que la personne n'est pas affranchie. Et en côtoyant Caroline, c'est une femme qui s'exprime, qui n'hésite pas d'exprimer ses opinions, etc. Et oui, elle m'a enseigné à être plus affranchie et moins avoir peur de m'exprimer. Ça va, Myrna? Oui, ça va. Comment ça va dans ce dossier? Ça va. OK. Vous venez du Liban à l'époque de la guerre. Est-ce que vous pensez que tout cela a un impact sur la personne que vous êtes aujourd'hui? Oui. C'est certain. C'est certain, c'est que toutes ces années au Liban, j'ai vécu tellement de colère et de sentiments d'injustice. Ils nous ont pris notre pays. On a été envahis par le nord, par le sud. Les forces armées étrangères étaient là. Ça n'a pas été facile et dans un cœur d'enfant qui se trouve obligé de faire sa valise sans arrêt, partir à cause des autres, on sent vraiment un sentiment d'injustice et d'incapacité à faire quoi que ce soit, évidemment.
Et là, je dirais que ça a été ma façon de prendre cette colère et de l'utiliser de manière positive en disant, il y a des choses sur lesquelles je peux avoir une influence et c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Et je le fais et ça m'apporte tellement, c'est tellement gratifiant. L'équilibre de cette gestionnaire rejaillit sur ses enfants qui ont aussi des vies bien remplies, à l'image de leur mère. Tu vas à la maison toute cette semaine? Je suis pas à la maison mercredi soir, jeudi soir, je suis là vendredi soir. C'est vrai qu'elle est toujours vraiment occupée, mais on essaie de trouver les bons petits moments pour passer du temps ensemble. C'est vraiment important, la famille, et de pouvoir communiquer et de pouvoir s'entraider. Donc, notre mère, moi, je trouve qu'elle nous aide beaucoup dans tout ce qu'on fait. Donc, même avec nos activités individuelles, elle nous aide beaucoup. Oui, puis on a une petite conversation de groupe à 3, comme ça, sur Facebook et sur iMessage. Et donc, en début de semaine, c'est toujours, bon, OK, c'est qui est là quel soir, qui est pas là quel soir. Et puis, dès le début de la semaine, on se dit, OK, donc mardi et jeudi, on mange ensemble le soir, puisque tout le monde est à la maison. Il faut s'organiser, il faut prendre rendez-vous avec maman quand on veut manger avec elle. Est-ce que pour vous, vous êtes monoparental? Est-ce qu'il y a de la place pour un homme dans votre vie, à vous, personnellement? Parce que ça doit pas... Vous êtes tellement occupé, je me dis... Écoutez, je pense qu'on peut toujours faire de la place. C'est une question de choix. On a tous le même nombre d'heures dans une journée. Ce qu'on décide d'en faire, ça nous appartient. Je vous dirais que ce n'est pas tellement le problème du temps, c'est peut-être de trouver le mouton à 5 pattes qui est le problème. J'ai mes enfants, ma maison, mon travail, donc je ne suis pas dans un mode d'attente de quelqu'un pour mon bonheur. Et ce que je recherche, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de moi pour son bonheur. Donc je cherche la personne qui sait que celui ou celle qui va changer sa vie, c'est la personne qu'il voit dans le miroir. C'est pas quelqu'un d'autre. Donc, malheureusement, je pense que j'ai tendance à attirer des gens qui me voient comme une bouée de sauvetage et c'est pas mon souhait. En attendant, elle ne semble pas à la veille de ralentir le rythme. Son parcours pourrait bien l'amener à relever encore de nouveaux défis, peut-être même en politique. Vous me posez la question à savoir, est-ce qu'elle serait une politicienne innée? Et je vous dirais oui. C'est une femme, d'abord, qui a une capacité d'écoute extraordinaire. C'est pas par hasard que son mouvement est devenu un mouvement qui est si important actuellement au Québec après peu d'années. Hein? La gouvernance au féminin, ça fait pas très longtemps que ça existe. Et de voir Caroline avoir autant de succès, c'est qu'elle a beaucoup écouté. Elle a su tirer des leçons des autres. Elle a su incorporer les témoignages des autres, les faire siens. Et donc, je pense qu'elle a nécessairement toutes les qualités. Est-ce qu'elle voudra aller en politique? Je lui conseille fortement. La politique et Caro, ça me semble naturel comme association. Par contre, comme amie, c'est sûr que je connais la politique, je la sais très cruelle. Donc, c'est sûr, je ne sais pas si je souhaite ça à ma meilleure amie. Je lui préférais peut-être une carrière de diplomate ou quelque chose de plus facile, parce que ça peut être assez cruel, la politique. Mais oui, elle pourrait 100% aller en politique, oui. Je vous dirais que j'ai un intérêt très marqué pour la politique. Je l'ai toujours eu. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs été approchée à plusieurs reprises par plusieurs partis, mais notamment, évidemment, le Parti libéral. Et que oui, c'est quelque chose auquel j'ai songé, c'est certain. Mais je vous dirais que je suis extrêmement accomplie dans ma carrière, extrêmement accomplie dans mon implication communautaire. J'ai une influence assez marquée avec la gouvernance au féminin que je ne suis pas prête à laisser de côté tout de suite. Et j'ai des jeunes. J'ai 2 jeunes qui n'ont pas de papa au Canada. Et donc, Ottawa, au Québec, 3-4 jours par semaine n'était pas une option pour moi en ce moment. Ils ont maintenant 19 et 21 ans. Ils travaillent tous les 2. Ils sont aux études tous les 2. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve une fois qu'ils seront complètement autonomes. Je suis pas très occupée pendant la journée. Et puis quand il est... Département de sécurité, comment ça me connaît très bien, là. Si vous deviez nous donner une phrase sur Montréal pour vous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente pour vous dans votre parcours, hein, de venir si loin et maintenant ici? Qu'est-ce que Montréal représente? Pour moi, Montréal, c'est la sécurité. Pour moi, Montréal, c'est la paix, la sécurité, l'harmonie, l'accueil chaleureux. Mais c'est aussi extrêmement multiculturel et des cultures qui se marient tellement bien, qui s'entendent tellement bien ensemble, beaucoup mieux que ce qu'on peut voir en Europe. Donc, beaucoup plus de complicité entre les Québécois et les immigrants, même s'il y a encore un peu de travail à faire pour que tout le monde se comprenne. Bien, merci beaucoup, Caroline. Merci, Ce Nadine. fut extrêmement intéressant. Merci beaucoup, Nadine.